Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face aujourd'hui avec Stanislas Berton, que nous avions déjà reçu, qui est spécialiste de gestion de crise et qui nous présente son nouveau livre, La France retrouvée. C'est aux éditions Le Temps retrouvé. Alors Stanislas Berton, effectivement, vous occupez de beaucoup de choses, vous occupez de la Chine, vous occupez de géopolitique, on vous avait reçu déjà. Et là, vous avez créé un livre qui est en fait je dirais à la fois un cri d'amour et un cri de, peut-être d'un certain désespoir, mais vous finissez par l'optimisme. La France retrouvée. Vous l'avez perdue, cette France-là? Votre France, en tout cas, celle que vous considérez comme votre France? Je l'ai perdue et je ne suis pas le seul. Je pense qu'on est 60 millions de Français à avoir perdu cette France. Et ça date pas d'hier. Et ce qu'on voit aujourd'hui, toute la situation dans laquelle on se trouve actuellement, est la conséquence de cette perte. On a perdu qui nous sommes, on a perdu le sens de notre identité, on a perdu le sens de notre destin. Et je pense que ça a commencé quand on a dit que la France était une puissance moyenne, un adjectif qui ne devrait jamais être accolé à la France. Et à partir du moment où on a décidé qu'on était moyen et qu'on n'était plus, comme disait De Gaulle, la France ne peut être qu'elle-même qu'au premier rang, on avait perdu la France. Oui, mais enfin, j'entends bien et j'ai lu cela, et d'ailleurs, c'est très bien écrit ce livre et je le recommande, que vous soyez d'accord ou pas aux auditeurs du Sud Radio, parce que ce que vous dites, effectivement, c'est la France ne tient que quand elle occupe son rang et qu'elle a un message à donner au monde. Très bien, mais alors, on sait très bien aujourd'hui que avec le maillage, on est un peu, je ne sais pas si c'est Gulliver à Lilliput, mais vous parlez vous-même de l'enserrement de la France dans un certain nombre de réseaux qui lui ont fait perdre à la fois son autonomie, sa marge de manœuvre et son identité. C'est quoi surtout? Quels sont, vous dites, la France est un peu perdue, elle s'est perdue. Qu'est-ce qu'il a perdu? Ce qu'elle a perdu, c'est que surtout elle a perdu la guerre qui lui est menée, et ça c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre et que je souhaiterais communiquer aux auditeurs de Sud Radio, c'est que aujourd'hui la guerre a changé de nature. Les gens sont restés dans l'idée d'une guerre où ce sont des soldats, ce sont des bombardements, on occupe un pays physiquement. Mais aujourd'hui la guerre, elle est de nature indirecte, elle se fait par des moyens détournés. Et le but de cette guerre, en fait, c'est de détruire l'ennemi de l'intérieur et de le vaincre, de vaincre ses résistances. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur le bon braquet. La France perd une guerre qui lui est menée sans avoir conscience que cette guerre est réelle. Donc, alors, guerre économique, guerre identitaire, guerre de personnalité, guerre d'être, guerre existentielle. Oui, absolument. Alors, c'est une guerre, vous avez très justement dit, qui passe par l'économie, donc la finance. On perd le contrôle, par exemple, de notre monnaie. On est tenu par les taux d'intérêt, les marchés financiers, donc qui réduisent les marges de manœuvre des gouvernements. On est dans une guerre culturelle également, puisqu'il faut réécrire, par exemple, l'histoire des nations. On est dans une guerre idéologique qui est menée par notamment l'université qui participe à la déconstruction. On est aussi dans une guerre purement idéologique, donc on est dans un système totalitaire, on va même jusqu'à réécrire l'histoire des pays. Une guerre à bas bruit, une guerre sans, sans effusion de sang, quelque part. Oui, exactement. Il y a des effusions de sang, mais ce n'est pas la même chose qu'une guerre normale. Oui, tout à fait. Et vous vous dites, alors vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la décomposition, presque au bord du gouffre? Je dirais qu'on s'approche du moment de crise, oui, parce que le moment de crise, c'est quand tout est mis, on arrive au point de bascule, et là c'est le fruit d'un lent processus. Mais quand vous dites que j'ai le sentiment sur cette guerre, elle est réelle, elle a même été théorisée. Par exemple, il y a un livre qui est paru à la fin des années 90 qui s'appelle La guerre hors limite, qui a été rédigé par 2 stratèges chinois et qui explique que les guerres du 21e siècle vont être des guerres de contrôle de l'information, de la subversion, de l'infiltration, et qu'il faut complètement changer la façon dont on approche la guerre. Changer le logiciel. Voilà, et si vous regardez par exemple ce que fait quelqu'un comme George Soros à travers son Open Society, c'est l'application de ces principes-là. Donc par exemple, il y a une enquête remarquable qui a été faite, qui a été publiée, je crois, dans Valeurs Actuelles, où ils expliquaient comment George Soros a réussi à prendre le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, donc de contrôler la justice. Comment c'est un exemple pratique. Comment il a quoi? Il a quand même pas acheté les juges. En fait, c'est très simple, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, donc déjà il faut accepter le principe, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on va avoir une cour supranationale qui va, les jugements vont être reconnus pour les États. Donc ça, c'est tout le processus de construction européenne. D'ailleurs, au passage, pour les auditeurs de Sud Radio, on sait que la construction européenne, on parle des complots, mais c'était la volonté de Jean Monnet allié aux Américains à l'origine. Et ça a été montré notamment par Philippe de Villiers dans son livre « J'ai tiré le fil du mensonge ». Donc déjà, à la base, il y a déjà une première volonté de créer un ensemble supranational. Et ensuite, pour le cas précis qu'on évoque actuellement, c'est qu'en fait, cette cour-là, elle prend des magistrats, non pas des magistrats professionnels, mais souvent des gens qui sont dans des milieux associatifs dans l'Union européenne. Donc c'est très simple, Georges Soros crée des associations dans différents pays, notamment je crois qu'il y a beaucoup en Roumanie, en Bulgarie, et il prend les présidents de ces associations et il les met juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais, c'est pas lui qui nomme les juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais c'est ce que dit l'article, c'est qu'il a une influence extrêmement forte, directe sur la nomination de ces juges, qui sont des hommes à sa main. Allez, on continue d'en parler dans quelques instants. On retrouve Stanislas Berthon et vous aussi, puisque vous aurez la parole à partir de 13h15. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous réagissez à la France retrouvée de Stanislas Berthon et puis à tous les autres sujets que nous avons abordés. Le report des régionales, êtes-vous pour ou contre? Est-ce que vous comprenez qu'on interdit les meetings en extérieur notamment? Et puis, plus de voitures en centre-ville avec la loi climat. Est-ce que le centre-ville va devenir un ghetto pour piétons riches? On vous attend aussi sur ce sujet. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, est-ce qu'elles sont cuites, ces carottes? C'est en tout cas ce qu'a l'air de dire Stanislas Berthon, spécialiste de la gestion de crise et auteur de ce livre, La France retrouvée. Attention, c'est l'édition Le Temps retrouvé. Stanislas Berthon, vous dites ceci dans votre livre, vous écrivez ceci. Aveuglé par sa haine du peuple et possédé par le démon de l'oubris, H-U-B-R-I-S bien sûr, cette minorité de mondialistes a mis en œuvre un véritable programme de destruction de l'Occident, de ses peuples et de ses nations. Pour combattre ce programme, il est nécessaire d'en démonter les rouages et d'en révéler avec précision l'ampleur et la logique. C'est ce que vous faites dans votre livre. Alors, faisons l'inventaire. On a commencé par parler de Soros, la Cour européenne des droits de l'homme. On a commencé à parler d'économie. Vous dites que ça va à tous les niveaux, que ça va médiatique, le soft power, puisqu'on n'est pas dans une guerre effectivement ouverte, comme on en a connu au XXe siècle et même au XXIe. On est dans une tentative de grignoter, je dirais, l'âme de ce pays, enfin l'âme de l'Occident en général, mais de la France en particulier. Alors, ça se fait en fait de manière coordonnée, organisée, et ça s'appuie sur quoi ? Oui, alors ça s'appuie déjà sur une doctrine qui est la société ouverte. Donc c'est pas un hasard si justement Georges Soros a appelé sa fondation l'Open Society. Donc qu'est-ce que c'est cette doctrine? C'est la dissolution des peuples, des nations, des identités au profit d'une culture, d'un modèle social unique qui serait chapeauté par des organisations transnationales ou supranationales. Et donc, c'est la disparition des nations historiques, des identités historiques. Et quel est l'objectif? C'est de faire émerger un homme nouveau. Donc c'est un projet, je dirais, utopique, messianique, mais qui arrive à se draper en fait de l'idéologie du moment, d'arrive à s'imposer comme finalement la nouvelle norme. Mais en fait, en réalité, c'est un projet totalitaire qui bénéficie de l'appui d'un système médiatique, d'un système financier qui soutient, parce qu'on voit notamment les faux rebelles qui sont en fait financés par des grandes entreprises, un système judiciaire, puisqu'il y a un contrôle de la magistrature au niveau donc français, enfin national et européen, et même les grandes institutions internationales comme l'OMC, l'ONU, etc. Donc c'est vraiment un projet sur plusieurs niveaux qui vise en fait, et je prends toujours cette métaphore qui est celle du jeu de Go. Au jeu de Go, le but, c'est d'encercler l'adversaire, et le terme technique, c'est de le priver de ses libertés. Donc petit à petit, on vous grignote vos libertés, et en fait, vous vous réveillez un matin, et il y a eu des ruptures anthropologiques, culturelles majeures, et en fait, vous avez perdu la guerre, et vous n'avez même pas eu conscience qu'elle avait cours et qu'elle vous était menée. Oui, vous dites qu'en ce moment, et par exemple, ce qu'on vit avec le Covid, vous participe en partie, parce qu'il y a quand même un virus, et qui fait beaucoup de morts, et qui fait quand même beaucoup de ravages, mais vous pensez que la gestion de ce Covid participe de cela ? Je pense que la question qu'il faut toujours se poser, c'est à qui profite le crime ? Quelles sont les institutions ou les pays qui profitent de la crise du Covid? Et je rejoins certains analystes qui disent que la grande erreur quand on approche le Covid, c'est de l'approcher d'un point de vue sanitaire et non d'un point de vue militaire. D'accord. Ah oui, carrément. Vous dites que c'est une guerre de mouvement. Oui, tout à fait. Et c'est par exemple le point de vue du renseignement militaire russe qui considère depuis le début que c'est un problème militaire.
D'accord, mais intéressant à suivre. Alors, vous parlez des frontières, vous parlez effectivement de... Alors, vous parlez aussi de destruction de la famille, destruction des valeurs, destruction du patriarcat, enfin, le rôle de l'homme et de la femme. Mais alors, Stanislas Berton va dire, mais c'est le portrait absolument de l'affreux réactionnaire, tout ça. Vous voulez quoi? Maintenir un peu le patriarcat, la femme qui doit rester au foyer, élever ses enfants, etc., etc. On a l'impression quand même, vous ne dites pas ça comme ça, j'exagère, mais il y a l'impression qu'il y a une sorte de nostalgie quelque part chez vous, non? Il n'y a pas de nostalgie. Moi, ce que je constate, c'est que la modernité, en fait, a fait le lit de rupture anthropologique majeure. Donc, c'est un processus qui remonte. Hein. On va en parler sûrement après, notamment avec les Lumières. Donc, il y a eu cette idée, il y a eu un ordre qui a existé et on s'en est affranchi. L'Occident s'en est affranchi parce qu'on est le seul ensemble historique, la seule civilisation qui est rentrée dans cette modernité et on a retiré tout le monde avec nous. Et en fait, avec le recul, on se rend compte qu'il y a des grandes lois naturelles et on les a rompues et aujourd'hui on en paye les conséquences. Comme par exemple, donnez un exemple. Par exemple, typiquement, c'est ce que j'appelle la doctrine de l'égalité. Alors elle se retrouve à tous les niveaux, c'est-à-dire au nom de l'égalité, on refuse la hiérarchie qui est par exemple que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Donc avant c'était l'ordre juste. Donc ceux qui ont des capacités ont certains rôles à jouer dans la société. Il y avait une classification en ordre, c'est le tripartite, hein, c'est bellatores, labores et oratores. Donc ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Donc ça c'était l'ordre qu'il y avait avant. Donc oui. ça a été détruit. Il y a ce rapport, par exemple, on parle souvent de l'école en France, mais c'est comment il peut y avoir avec cette égalité l'autorité du maître et de l'élève. C'est aussi, alors on parlait de l'homme et de la femme, mais c'est souvent caricaturé. C'est pas un est supérieur à l'autre, c'est qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité entre le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Et la grandeur justement de la civilisation occidentale, c'est d'avoir permis cette harmonie, c'est-à-dire avec une distinction. L'homme est pleinement masculin, la femme est pleinement féminine, mais on n'a pas justement cette oppression de la femme, cette tyrannie qu'on peut retrouver dans certaines cultures, par exemple du Moyen-Orient ou même en Asie, qui a été terrible pour les femmes. C'est ça. Oui, vous dites qu'effectivement, et d'ailleurs, le mot égalité, on le sait depuis longtemps, devrait être remplacé par le mot équité, ce qui n'est pas du tout la même chose, de toute façon. Mais en fait, et vous parlez de ça, et vous parlez effectivement de ce dont on a, effectivement, qui a un peu passé à l'as, et dont on ne veut plus parler, c'est l'héritage chrétien de la France, enfin de la France. En particulier, encore une fois, de l'Occident en général. Mais vous voulez, de ce point de vue-là, vous savez très bien, aussi bien que moi et que tout le monde, que heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se met, que la France a été, elle est encore très déchristianisée. On voit bien, il y a effectivement des fidèles, il y a des jeunes, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est que la France a apparemment, ce n'est plus quelque chose, je dirais même pas d'offensif, quelque chose qui tient, et ce n'est plus cela qui nous rassemble. Je parle qui nous rassemble en tant que Français. Alors qu'il y a effectivement soit d'autres religions, soit d'autres idéologies. Parlons pas du marxisme, etc., qui ont à un moment donné suscité de sacrés autres rassemblements. Comment voulez-vous ressusciter quelque chose qui n'a pas disparu, mais qui s'est effiloché ? Alors déjà, il y a deux choses. La première, c'est que, et ça c'est ce que j'ai beaucoup dit dans mon livre précédent, c'est qu'il faut toujours regarder l'anthropologie. Et il y a une anthropologie chrétienne de la France. Et même si elle est déchristianisée en surface, vous avez raison, la pratique religieuse, les gens qui se déclarent pratiquants sont en chute libre, mais la pensée française est infusée de pensée chrétienne. Et c'est ce que, par exemple, Emmanuel Todd appelle le catholicisme zombie, par exemple, qui se retrouve dans le vote, etc. Donc on reste infusé, je pense, et c'est ce que j'affirme, c'est que la France est profondément chrétienne, et si la France a été la fille aînée de l'Église, c'est parce qu'il existe une connexion intime entre le peuple français et le christianisme. Et ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est que vous dites la France a été déchristianisée, mais il ne faut pas oublier que ça s'est produit. Alors ça a commencé même avant la Révolution française, on le sait, dès Louis XV, mais surtout il y a eu un travail de sape absolument terrible qui a été mené contre la France. C'est-à-dire qu'il y a eu le tir de barrage des philosophes des Lumières, ensuite il y a eu la terreur républicaine qui a été d'une violence inouïe, à côté Black Lives Matter c'est du pipi de chat, je veux dire, on a détruit les églises, on a massacré les communautés religieuses, etc. C'était d'une violence terrible. Ensuite on a eu tout ce qui est la charge républicaine contre le catholicisme, donc ça fait 2 siècles où on tire sur le catholicisme.
Oui, nous sommes d'accord. Enfin, quand vous dites que les Lumières, vous savez très 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 bien que le clergé, et pas sans parler de la noblesse, n'était pas la chose la plus angélique du monde et n'appliquait pas justement les enseignements du Christ. Vous savez très bien que la bureaucratie chrétienne, et pourquoi il y a eu la Révolution et les Lumières, c'était parce que justement, c'était soumis à un ordre qui, on peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire, n'était pas un ordre juste. Au nom de Dieu et au nom de la religion, parce qu'on parle aujourd'hui de certains fanatismes, enfin, je ne vais pas rappeler l'Inquisition, et je ne vais pas surtout rappeler l'oppression, ce que vivaient les paysans avec la taille, la dîme et la gabelle, et le clergé et la noblesse, vous savez très bien. Donc, si on remet cela, si on dit que tout ce qui s'est passé depuis les Lumières et la Révolution et la République est nul et non avenu, Stanislas Berton, mais justement, ça m'intéresse, c'est comment voulez-vous entraîner aujourd'hui à une ouverture, à une véritable révolution, une ouverture, si vous gommez tout cet héritage-là, avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais alors, je voudrais dire deux choses par rapport à ça, c'est que souvent, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a eu certains excès, bien sûr, il ne faut pas les nier, mais c'est quand même la vision que les Français ont de l'Ancien Régime, et notamment de la religion catholique, est quand même basée souvent sur un mensonge, sur 2 siècles, parce que c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et comme je dis toujours, de la guerre des Gaules, on n'en sait que ce qu'a écrit César, oui. De l'Ancien Régime, on n'en sait que ce qu'ont écrit les républicains et les révolutionnaires. Et moi, je compare toujours la situation avec ce qui s'est passé en Russie. Parce qu'en Russie, il y a eu aussi cette volonté d'imposer un matérialisme athée à tout un peuple. Et aujourd'hui, ce système s'est effondré, l'Union soviétique s'est effondrée, et il y a ce retour du religieux en Russie qui participe à la résurgence russe. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Vladimir Poutine, qui, je ne connais pas le secret de son cœur, mais c'est quand même quelqu'un qui a été formé au KGB, etc., qui faisait partie de l'intelligentsia soviétique, a parfaitement compris le parti... Qu'il fallait ramener la religion. Voilà, qu'il fallait ramener la religion. Et bien sûr, la croyance est toujours une affaire intime, donc il ne s'agit pas de... Mais moi, je le dis, et j'en suis convaincu, que une des clés pour retrouver la France, c'est qu'elle retrouve son identité chrétienne. Mais justement, vous ne voulez pas d'une théocratie, quand même. Non, mais de toute façon, la théocratie, il faut que... Parce que là aussi, il y a eu toute une réinformation à faire, parce que la théocratie, de toute façon, est impossible dans le catholicisme. Il y a toujours une séparation au sein de la religion chrétienne entre le temporel et le spirituel. César et Dieu. Voilà, et l'histoire de France, d'ailleurs, c'est le conflit permanent entre le pape et le roi. Je veux dire, et quand bien même le roi était le lieutenant de Dieu sur terre. Donc il y a toujours cette tension qui est au cœur du... Donc il n'y a pas de théocratie, c'est pas possible. On se retrouve juste après ceci. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Vous réagissez justement aux propos de Stanislas Berton, vous réagissez au report des régionales ou à la loi climat qui demandera aux voitures de ne plus circuler en centre-ville. Vous réagissez à tous ces sujets et vous êtes déjà nombreux, on vous attend. Et on retrouve André Berkoff et Stanislas Berton en attendant de retrouver la France perdue de notre invité. Stanislas Berton et son livre La France retrouvée aux éditions Le Temps retrouvé. Oui, Stanislas Berton, vous dites qu'effectivement, il faut, on en parlait hors antenne, qu'il faut qu'effectivement la France reprenne le leadership sur ce qu'on appelle la contestation d'une certaine modernité, la modernité dont vous parlez, la modernité mondialisante, arasante, banalisante, enfin, qui veut mettre une certaine, beaucoup de peuples sous vide pour des tas de raisons diverses et variées. Encore faut-il qu'il y ait des élites pour porter ce combat. Et vous dites vous-même, si cette élite existe déjà en puissance, je ne sais pas, mais vous le dites, elle n'a pas encore pris conscience d'elle-même en tant que classe et pêche encore trop souvent par une trop faible culture du leadership, ainsi que par un refus de jouer sa peau. Évidemment, ce qu'on appelle de risque, et vous dites, pour retrouver la France, la nouvelle élite française doit assumer cette part de risque qui constitue la contrepartie de tout privilège et l'obligation de toute grandeur. Mais alors, elle est où cette élite, Stanislas Berton? On la voit pas beaucoup, là, en ce moment. Moi, je la rencontre, et on la rencontre quand on va, justement, dans tout ce qui se passe en province. Il y a plein de petites flammes qui sont en train de s'allumer partout. Par exemple, moi qui viens de Lorraine, à Nancy, par exemple, il y a cette librairie... Oui, vous êtes à Lunéville. Voilà, Lunéville, Nancy, en Lorraine. Oui. Et je vois par exemple une librairie extraordinaire qui s'appelle Les Deux Cités, qui s'est créée au cœur de Nancy et qui mène ce combat culturel. Et par exemple, et non sans risque, parce qu'elle a été attaquée par les antifas et toutes les forces intolérantes de l'extrême gauche. Donc il y a et des gens brillants qui ont écrit des livres, par exemple Sylvain Durin sur le matriarcat, ce qu'il appelle le matriarcat sacrificiel, qui réédite des choses extraordinaires. Donc partout, je vois qu'il y a... Il y a des énergies, il y a des énergies, voilà, qui sont... Et c'est dans ce que je connais, mais il y a des gens qui me contactent, qui sont
sont partout en France. Et il y a ces talents extraordinaires. Et c'est ça qui, moi, me donne espoir. Parce que je vois que la France, ce potentiel humain, est là, il est intact. Il y a encore une véritable élite, mais le problème, c'est la concordance. C'est-à-dire que la véritable élite française n'est pas celle aujourd'hui qui est aux responsabilités. Oui, qui est une autre élite, voilà. Et qu'on ne qualifiera pas ici. En tout cas, il ne faudra pas de généralisation. Clémence. Allez, on va donner la parole à nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Cédric nous appelle de l'Hérault. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Cédric. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour toute l'équipe, bonjour Stanislas, je tenais à vous dire vous avez un joli prénom, c'est le prénom de mon fils, par la même occasion. Je suis carrément d'accord un peu avec vous parce que j'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec cette histoire de Covid, avec une guerre en souterrain qui ne nous permet plus de nous défendre, qui ne nous permet plus de dire ce qu'on a à dire et ça rentre même dans notre famille, ce que vous disiez justement tout à l'heure, puisque finalement en fait petit à petit tout le monde a peur de tout et on se retrouve à plus voir la famille et tout ce droit familial, toutes ces choses familiales et cette belle chose qu'on a de notre propre France, en fait, petit à petit se fait manger, se fait détruire, parce qu'en fait on a des élites, notamment Jupiter qui parle ce soir, j'aurais préféré qu'il se taise, mais qui va finalement nous dire encore des nouvelles choses, et ça nous retourne le cerveau, et comme avait dit un des invités de M. Berkov il y a quelques jours, M. Florent Philippot, effectivement, on se retrouve dans une période où on n'est plus rien, on va être comme au temps de l'Égypte où quand on sera le petit soldat qui ne pourra plus produire, on va l'assassiner ou le laisser crever de côté parce qu'en fait il y aura les riches, les pauvres et tout ce qui est pauvre servira à faire de l'argent et le reste ne servira plus à rien. Et voilà, on lui laissera le salaire universel. C'est autre chose. Stanislas Berton. Oui, absolument, mais plus généralement, il faut avoir conscience que les gens qui mènent cette guerre aux peuples occidentaux utilisent des moyens extrêmement sophistiqués. Et on sait que la peur est le meilleur moyen, je dirais, de faire accepter aux gens des choses qu'ils n'accepteraient jamais en temps normal. Et ils utilisent, là on l'a évoqué très brièvement à l'antenne, mais ils utilisent des moyens très très sophistiqués c'est des gens qui sont très pointus sur la communication, sur le marketing, la psychologie des foules. Et on a le mode d'emploi aujourd'hui, quand on connaît ces sujets, qui est connu pour comment on peut vraiment faire une forme de manipulation mentale et, je dirais, mettre les gens dans un état d'esprit particulier pour leur faire accepter certaines choses. Et pour plaisanter, je dirais que si on voulait faire croire, par exemple, que André Berkoff est une femme noire d'extrême gauche, ça serait tout à fait possible, on sait comment faire. Ah, c'est clair. D'ailleurs, je me sens de temps en temps femme noire d'extrême gauche, ça m'arrive. Non, mais c'est vrai que l'histoire des manipulations sont toujours intéressantes. On se rappelle Stanley Milgram et l'autorité. Clémence. Alors, on va aller à Aix-en-Provence et on donne la parole à Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Clémence, bonjour André. Et bonjour aux victorieux, parce que je mets une couche supplémentaire à ce que disait l'auditeur précédent, Stanislas, c'est le victorieux. Donc voilà, monsieur Berton. Bon, vous êtes pareil, hein. Ma réflexion, j'ai beaucoup aimé votre concept de guerre indirecte, et je vous dirais que les Chinois, ils ont une bonne formulation, ils disent que l'occulte est au cœur du manifeste, et non le contraire. Et à l'heure actuelle, nous vivons l'image 17 du viking, c'est-à-dire l'asservissement. Alors c'est quoi l'asservissement? Quand dans les périodes confuses, mouvementées, quand il y a plusieurs forces qui s'affrontent, ou quand le faible, c'est-à-dire le personnel politique, ne sait plus à quel sein se vouer, eh bien, il vaut mieux, on commence à travailler le gros des troupes, on le met en panique. À la moindre alerte, les soldats sont perdus. Et quand le fruit est mûr, eh bien, on tombe sur la blessure. Et voilà. Et on vit une époque qui ressemble beaucoup au siècle de la grande humiliation des Chinois. Et les Français devraient toujours se rappeler que le pays-nation le plus proche politiquement d'eux, c'est la Chine. Et la Chine a été humiliée au XIXe siècle, et c'est la raison pour laquelle elle est très victorieuse au XXIe siècle.
Voilà ce que je Intéressant. voulais dire. Très bien. Stanislas, juste un mot par rapport à la comparaison avec la Chine. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article que les auditeurs peuvent retrouver sur mon site sur le marathon de 100 ans, qui reprend exactement ce que dit cet auditeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'action de la Chine aujourd'hui sans comprendre ce siècle de l'humiliation et la nécessité pour la Chine de redevenir une grande puissance au XXIe siècle et notamment de réussir à retrouver cette place par une guerre asymétrique et des moyens indirects. Clémence. Eh bien, vous continuez de nous appeler et de justement poser des questions à notre invité, Stanislas Berton. Il reste avec nous et nous aussi. Alors à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours là, André Berkoff, Stanislas Berton et vous qui nous appelez au 0826 300 300. On donne la parole à Jean-Paul qui nous appelle de Sète. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Allô? Oui, on vous écoute Jean-Paul. Vous m'écoutez là, voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, un petit message en français. J'adore le banquette de vous, je répète. J'adore le banquette de vous. D'accord. Voilà, c'est toujours moi, M. Berkoff. Et bonjour à tout le monde, à tous vos auditeurs, à toute la France entière. Et vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que vous m'animez. Je vous explique en gros. Moi, je suis berger, vous voyez. Ouais. C'est un métier de paysan, mais c'est un métier basique, quoi. Bien sûr. Sauf que moi, j'ai fait paître mes bêtes sur à peu près 500-600 hectares, sur le massif au-dessus de 7. Et de plus en plus, je vois des gens complètement déprimés. Ah ouais. Arriver là, regarder. Ils se mettent devant l'agneau, ils se mettent là, comme ça, on n'a jamais vu. Et je dis, mais putain, mais vous sortez d'où, là, tout ça? Ouais. Mais il faut vous soigner, quoi. Ouais. Mais là, alors là, le meilleur soin qu'il y a, c'est qu'il faut arrêter la télé, quoi. Parce que là, ils sont tous dépressifs. Ah non, je vous confirme, M. Berkoff. Moi, en tant que simple petit berger, Ouais. quand je vois ça, je me pose des questions sur l'évolution de la mentalité française, quoi. Ouais. Vous voyez, on est loin de l'abourage et pâturage sur les deux seuls mamelles de la France. Le jour où on a perdu ça, eh bien, le jour où on a perdu notre entité, quoi. Notre entité, je répète. Mhm. Voilà, c'est tout. Et donc, voilà, quoi. Donc, vu que la France est gouvernée par des incapables, je le répète, vu que la France est gouvernée par des incapables, et qu'on prend les gens pour des moutons, quoi, moi, j'offre à la présidence de la République un berger pour soigner les moutons. Voilà, parce que les moutons, il n'y a que ça, ils ont petit de couilles, les moutons. On les casse pour en faire des broutards. Non, mais vous vous rendez compte, M. Berkoff, moi, c'est un petit berger qui vous dit ça, devant l'audio que vous avez. Eh oui, non, mais c'est Vous bien vous de rendez le compte dire. ça Vous savez ce qu'on va faire. Le malaise qu'il y a en France, le malaise. Ouais. Mais c'est un malaise. Moi, je vois déjà arriver dépressifs, des femmes avec des enfants complètement dépressifs. On vient voir la garrigue parce qu'ils croyaient que les saucissons, ça pousse sur les arbres. Ils croyaient que les agneaux, ça poussait à Carrefour. Non, mais vous vous rendez compte, M. Berkoff, où c'est qu'on en est là? Et le petit président, l'apprenti, là, ça respecte la fonction, quoi, parce que c'est une fonction que je respecte. Je suis français à 200%. Moi, j'ai le drapeau, la France, elle est chez moi, là, et il y a ma croix Lorraine à l'intérieur, vous voyez. Je suis français à 200%. S'il faut faire ma vie, je fais ma vie, quoi. Bien sûr. Et vous n'avez pas envie qu'on devienne. On peut arrêter, on peut arrêter de prendre les gens pour des cons, c'est tout. Ouais. On peut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je pense qu'il faudrait que vous alliez faire un tour à l'Élysée. Vraiment, À Jean-Paul. l'Élysée. Mais monsieur Berkoff, si monsieur Jean-Paul Delevoye me trouve 500 signatures, moi, en tant que simple petit berger, je me présente à la République. Bah écoutez, on va y penser, ça. On va y penser. Voilà. Merci, monsieur Berger, merci Jean-Paul. Mais vous voyez, Merci, au revoir. Stanislas, ça c'est vraiment, on a très très souvent, vous voyez, du berger, l'intellectuel, tout le monde, il y a quand même ce sentiment de ras-le-bol, de rejet, on n'en peut plus, quoi. Vous voyez, voilà, lui, ils viennent dans la prairie, ils viennent sur le champ, ils viennent dépressifs. Oui, bah bien sûr, mais c'est ce dont on parlait dans la dernière fois que j'étais venu sur tout ce qui est les effets indirects, c'est-à-dire qu'on parle des mesures sanitaires, mais on ne voit pas tout le coût, et en fait, ça serait un coût qui sera difficilement mesurable, parce qu'on nous parle des gens, par exemple, qui ont des problèmes psychiatriques, etc., mais le fait que les gens étaient privés de leur famille, que les gens étaient privés d'une vie normale, l'être humain est un animal social, donc il a besoin de voir les autres, même être en télétravail, tout seul chez soi, les gens dépérissent, et là, comment c'est estimé ça? Je veux dire, est-ce que le gouvernement prend vraiment en compte le fait qu'il est en
train de tuer le moral des Français. On parlait de cette guerre invisible, mais ça aussi, on tue le moral plus efficacement que par des campagnes de bombardement où les gens, quand c'était la guerre, par exemple, à Londres, les gens ont courage quand ils sont face à un ennemi visible. Parce qu'on sait qui c'est et on se bat, etc. Et ça nous galvanise, mais quand vous êtes face à cette espèce d'apathie, vous êtes englué, vous ne pouvez plus rien faire, plus agir, plus vous déplacer, même plus bouger. On sait psychologiquement que c'est ce qu'il y a de plus terrible pour l'être humain d'être passif face à une menace sur laquelle il n'a pas prise. Clémence. Bon, en tout cas, nos auditeurs, eux, ne sont pas passifs. Ils continuent de nous appeler justement et de réagir. Et ils sont très nombreux. On donne tout de suite la parole à Pierre qui nous appelle de Douai. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour Monsieur Bercoff et Monsieur Berton. Voilà, dans le message de tout à l'heure, donc je disais que j'étais entièrement d'accord avec ce qui avait été dit par Monsieur Berton sur son livre, sur tous les sujets, aussi bien religieux qu'économiques et politiques. Mais depuis pas mal de mois que nous sommes dans cette crise, on a appris à écouter Sud Radio parce que nous sommes dans le nord de la France et on a passé le relais à pas mal d'autres personnes qui posent cette question suivante que je voudrais poser aussi à Monsieur Berton. On entend pas mal donc d'écrivains, d'essayistes notamment sur votre radio, mais aussi sur quelques autres radios libres, si je puis dire, qui sont mais vraiment tous d'accord pour dire un petit peu le diagnostic de ce qui se passe actuellement en France et dans le Nord. Et dans le monde, pardon. Et dans le monde, oui. Et donc, ma question est la suivante, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un système de mise en route d'un collectif ou de, je ne sais pas, entre tous les écrivains et tous ceux qui sont d'accord, un petit peu comme dans les siècles passés, où on avait les philosophes qui se réunissaient pour discuter un petit peu de ce qui n'allait pas. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que M. Berton verrait quelque chose, parce que beaucoup de gens se disent, il y a beaucoup de déclarations qui sont très intelligentes et puis des gens compétents, mais que faire? Oui, voilà. Ça reste au niveau de la parole. C'est là où moi je mettrai mon bémol vis-à-vis de Stanislas Berton, mais qui va répondre. Moi, c'est ce qu'on fait, vous savez, un certain nombre de gens, justement les philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières se sont réunis dans les arrière-cafés, les boutiques, les Voltaire, les Diderot, les d'Alembert, tous, et avant eux, je ne parlerai pas de Descartes ou de Montaigne ou de Pascal, enfin, tous ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Mais il y a eu une formidable, et c'est vrai, il y en a eu d'autres après, je ne m'arrête pas là, mais il y a eu une formidable efflorescence des idées et des gens, et tout ça, ça a produit quand même des résultats pour le meilleur et pour le pire, mais le meilleur était là et il était non négligeable. Et c'est pour ça, Stanislas Berton, on revient à ça. Vous parlez effectivement des racines chrétiennes de la France, et évidemment, elles sont incontestables et elles doivent être cultivées. Mais les racines, justement, ce que disait notre auditeur là, c'est que comment faire pour qu'aujourd'hui, venus d'horizons différents, comme vous, comme beaucoup d'autres que je reçois ici, comme moi, comme on est quand même très nombreux. Très nombreux. Absolument. Et c'est vrai que sans faire l'union fait la force, il ne s'agit pas de faire un parti politique, comme vous dites. Il s'agit effectivement de discuter ensemble pour arriver à une plateforme ou un programme ou quelque chose à présenter. Pas l'encyclopédie, mais au moins un programme. Et puis le temps presse, vous savez. Pour le moment, les autorités suprêmes ont décroché leur téléphone, mais le temps presse. Stanislas. Oui, je suis d'accord avec ça, mais la difficulté, c'est de se mettre d'accord sur un constat partagé. Alors on est tous d'accord, certes, pour dire qu'il y a un problème avec le personnel en place, mais la question c'est par quoi on le remplace. Et il faut quand même être relativement honnête, il y a quand même des divergences sur quand même des sujets de fond. Par exemple, sur la question européenne, qui est un vrai sujet, il y a ceux qui pensent qu'il faut sortir de l'Europe, il y a ceux qui pensent qu'il faut y rester. Il y a la question... Vous êtes pour sortir de l'Europe, complètement. Alors je suis à terme pour sortir de l'Europe, et en tout cas sous sa forme actuelle. Sous sa forme actuelle, il n'y a pas on ne peut pas, et on a accepté d'ailleurs, je dirais, une influence sur
supranational qui n'est pas acceptable. Qu'il y ait une coopération européenne, ça c'est une évidence, c'est une nécessité. Mais que la France ne contrôle plus ses lois, sa monnaie, ses frontières, ça c'est inacceptable. Je veux dire, ça n'aurait jamais dû être accepté. On a mis le doigt, je le décris un peu dans le livre, dans cet engrenage. On nous a vendu une communauté d'intérêts, je dirais, économiques, marché commun. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve à être gouverné par des technocrates qui nous imposent leur foucade de Bruxelles. Donc, Même notre sécurité a été bradée, enfin, en tout cas, a été transposée, a été déposée à l'Union européenne. Oui, et puis on parle de choses qui sont des non-sens absolus, comme la souveraineté européenne. Il n'y a pas de peuple européen. Il y a une civilisation européenne, avec bien sûr des intérêts communs civilisationnels. Il n'y a pas de peuple. Donc, quand il n'y a pas de peuple, comment est-ce qu'il peut y avoir une souveraineté? Ça n'a absolument aucun sens. Mais je pense que, juste un mot là-dessus, et puis Clémence, on va rappeler nos auditeurs, je pense quand même une chose, c'est qu'on peut se retrouver sur un certain nombre de points, même si tous les points ne sont pas d'accord, mais on ne va pas attendre que tout le monde soit d'accord sur tout pour commencer à travailler là-dessus. Maintenant, chacun travaille dans son point. Vous avez entièrement raison, Monsieur Berkoff, de dire ça. C'est ce que j'allais dire dans un instant. Donc merci, c'est exactement la question. Que ce soit la généticienne Alexandra, je voudrais pas en citer trop, mais que ce soit Alexandra, que ce soit les De Villiers, bon, il y a un tas de gens, Upinski, un essayiste aussi, et il y a plein de points. Moi, j'écoute absolument tout et je fais quelques résumés de mon côté. Il y a plein de points communs. Voilà. On est bien d'accord. Écoutez, nous, en tout cas, si nous à Sud Radio, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on essaie de rassembler, en tout cas, de faire effectivement parler, et surtout d'écouter voir, comme on dit. Clémence. Justement, on va continuer de vous écouter. On va écouter Eric qui nous appelle de Paris. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric. Bonjour André. Oui, je vous écoute. Je voudrais revenir sur 3 points rapidement. Le premier, que vous évoquez, bon, effectivement, j'ai l'impression que le principe de précaution, il a été poussé à son maximum. Aujourd'hui, c'est un principe de renoncement. Je voudrais rien contre les fonctionnaires. Moi, on est dans une société de fonctionnaires frileux, peureux, qui n'osent prendre aucune décision. Maintenant, sur les 2 points sur lesquels je voudrais faire une observation, qui revient d'ailleurs un petit peu à mon introduction, c'est sur la voiture et les régionales. Bon, j'ai écouté M. Chasseret, je suis totalement en accord avec lui, et notamment sur la voiture électrique, mais je dirais que là aussi, son coup de gueule est un peu tardif. On est aujourd'hui au futur. Et je me rappelle l'époque où j'étais en activité, et on parlait d'abroger. On l'a fait, le délit de contravention pour le stationnement, pour en faire un forfait post-stationnement. Bon, je travaillais à l'époque à la ville de Paris, j'avais alerté l'opposition là-dessus. Au moment du passage de la loi à l'Assemblée nationale, bon, et quand c'est venu à la ville, ils nous ont dit « Ah bah oui, on n'avait pas vu ». Mais en réalité, ils avaient vu, mais ils avaient simplement peur de s'opposer à une mesure qui, politiquement, pouvait éventuellement etc. Donc, un manque d'audace. Et pour les régionales, eh bien, aujourd'hui, l'opposition crie au scandale, et notamment votre sénateur, en parlant de hold-up démocratique. C'est probablement vrai, mais je dirais que le verre était dans le fruit depuis janvier dernier. Quand Macron a donc décidé de lever toutes les interdictions en disant « nous verrons bien plus tard au 1er avril », eh bien là, il savait ce qu'il faisait, c'est-à-dire que où ça marchait, et à ce moment-là, en juin, il faisait les élections, et il espérait en tirer quelques bénéfices. Où ça a échoué, et c'était peut-être son vœu le plus intime, puisqu'il souhaitait peut-être reporter ça après le mois de mai, et là, il va proposer soit octobre, soit mai. Et là aussi, l'opposition n'a rien dit, ne s'est pas tellement élevé contre la politique sanitaire. Elle l'a avalisé. On n'a rien entendu sur les traitements, on n'a rien entendu, rien entendu sur rien. Donc, on a une opposition qui n'en est pas une, si vous voulez, qui crie quand elle est sûre de ne pas être trop mouillée. C'est le problème, Eric, vous avez raison. Enfin, c'est-à-dire qu'on se demande où est l'opposition, ou si elle attend chaque fois le geste du gouvernement pour réagir. Ça ne s'appelle pas une guerre de mouvement, ça, ni un jeu de go, quoi. Alors, pour moi, si vous voulez, à l'heure actuelle, il y en a 2 qui exprimeraient un petit peu cette opposition. Vous avez Bellamy, une certaine structure intellectuelle, et alors vous en avez un autre qui n'est naturellement pas un politique mais un journaliste,
c'est Éric Zemmour. D'accord. Ce sont ces deux-là qui ont, à mon avis, un squelette politique solide et on sent où on pourrait aller. D'accord. D'accord, Éric. Non, mais on vous a bien entendu là-dessus. En fait, pour revenir à l'histoire de la guerre, opposition, gouvernement, et ça rejoint une élite face à une autre élite, une élite qu'on ne connaît pas encore, parce qu'il faut une élite, comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre, Stanislas Berthon, mais il faut une élite qui vienne, je ne dirais pas d'en bas, mais qui vienne du peuple et qui en tout cas s'impose par son mérite, et non pas par les petits jeux, arrangements entre amis. Mais pour le moment, la guerre, elle est... Oui, mais il y a au-delà de ça, c'est une vraie question, c'est la question de la sélection de nos élites et de nos décideurs. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on est dans un système où, pour avoir le pouvoir, il faut gagner une élection. Mais la question, c'est est-ce que les qualités qui vous permettent de gagner une élection sont celles qui vont faire de vous un bon chef? Parce que qu'est-ce que c'est un chef? Et là, j'ai un point de vue plutôt de chef d'entreprise. Un chef, c'est plutôt en général quelqu'un qui est audacieux, qui prend des risques, qui peut-être souvent voit ce que les autres n'ont pas vu et entraîne à la suite. Alors, en tant que chef d'entreprise, ça peut être déjà les gens qui vont vous financer, c'est après ensuite vos collaborateurs. Donc, vous êtes en avant. Mais si vous avez cette position d'un point de vue politique, vous n'avez aucune chance d'être élu si vous n'êtes pas en phase avec 51% de la population. Donc c'est une situation très compliquée parce que vous devez, les gens attendent deux choses qui sont contradictoires, c'est-à-dire ils veulent quelqu'un qui est visionnaire, qui va les tirer, qui va être, je dirais, ils vont pouvoir peut-être l'admirer ou avoir une certaine ampleur, une amplitude. Oui, le suivre, oui. Voilà, mais en même temps, si vous dites des choses qui sont pas dans je dirais dans les limites de la pensée partagée par la majorité de la population française, en fait, vous n'avez aucune chance d'accéder au pouvoir. Et ça a été parfaitement mis en avant par Solzhenitsyn dans son discours, qui dit que les démocraties libérales ont des graves problèmes de leadership parce que le système est compliqué. Oui, mais c'est toujours. Oui, mais alors je vous répondrai Churchill. Hein, la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Parce que ce que vous voulez faire, on supprime les élections. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je pense que de toute façon, il n'y a pas à vouloir quoi que ce soit. C'est que le système actuel est en crise et on va aller au bout de cette crise. Je pense que malheureusement, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs très souvent, déjà dans l'histoire des peuples en général et dans l'histoire de la France. La France va de crise en crise et elle arrive souvent au moment. Alors, est-ce que ça se reproduira? Le sursaut. Avoir un sursaut, parce que c'est souvent quand on est au bord du précipice, au bord du gouffre, et notamment comme disait l'électeur précédent, malheureusement, c'est souvent là où les Français arrivent à se rassembler et il faut attendre le moment de crise. Acceptons-en l'augure. Allez, avant d'aller au bout de cette crise, on va aller au bout de cette émission avec vous, avec les auditeurs qui nous appelaient 0826 300 300 avec Stanislas Berthon et avec Pierre Chasseret qu'on va retrouver dans quelques instants, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les Français et les Françaises parlent aux Français et à Stanislas Berthon et à André Berkoff en particulier. On va donner la parole à Claire qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Merci de me permettre de m'exprimer. Bonjour Claire. Bon, alors déjà, pour les régionales, moi, je ne suis pas pour le report. Il faut absolument qu'il y ait ces élections. Et j'ai très peur que Jupiter nous prépare quelque chose. Voilà. Et puis donc là, j'écoutais votre intervenant sur la situation de la France et de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe. Oui. Et en effet, on a l'impression la France est un petit peu coupée en deux. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui analysent, qui ont envie de secouer le cocotier, qui ont envie de monter au front, je dirais. Et puis une autre France qui est anesthésiée, qui n'ose plus s'exprimer. Et quand on dit quelque chose, les gens, ça leur paraît surprenant quand on s'exprime. Même l'autre jour, je parlais avec des petits commerçants sur le marché. Alors, il y a une dame qui m'a dit « Ah, vous vous exprimez bien, ça fait du bien. » J'ai dit « Mais n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. » Mais les gens, en effet, sont dans la peur. Et puis aussi, j'ai été une militante active dans le mouvement de Philippe de Villiers qui avait vu clair dès les années 96. Et je me souviens d'un conseil national où il nous avait expliqué au niveau économique comment les fonds de pension étrangers allaient s'introduire dans les entreprises françaises et comment elles allaient nous mettre dans le chaos. Et puis sur nos libertés, et que être souverainiste, ce n'est pas renier l'Europe, c'est la nation et le peuple. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, ça, je crois qu'on est
Enfin, il y a un certain nombre de personnes qui sont d'accord là-dessus. Et simplement, maintenant, voilà, il faut... Vous savez, il y a toujours eu, comme vous le savez, vous le dites très bien, Claire, il y a toujours eu des gens qui sont, passifs, résignés, qui n'ont pas envie de se mouiller pour des raisons X et variées. Il ne s'agit pas de faire des jugements là. Et puis, il y a d'autres qui réfléchissent et qui agissent. Ça, c'est toute l'histoire de l'humanité depuis les millénaires. Et ça restera ça. Aujourd'hui, eh bien, en fonction de 2021, des années à venir, comment on agit, de quelle façon, comment on retrouve la France, selon l'expression de Stanislas Berton dans son livre. C'est ça qui nous fait avancer et c'est ça qui nous intéresse en tout cas. Stanislas. Oui, absolument, mais on est dans cette situation, et surtout, c'est ce que je disais, donc toujours par rapport à cette guerre, c'est qu'on a créé un climat général, et là encore, c'est une entreprise concertée, c'est-à-dire que c'est par les médias, par le discours politique, par l'éducation, par la pression sociale, la pression des pairs, on crée, comme l'a très justement dit l'auditrice à l'instant, on crée ce climat d'angoisse où les gens n'osent plus s'exprimer. Et les gens ont peur. Et les gens ont peur parce que l'exemple vient d'en haut, il y a des conséquences. On vous fait comprendre que quand vous osez sortir des clous, et quand bien même vous êtes quelqu'un, vous pouvez être même un responsable politique, un journaliste de premier plan, même un médecin, comme dans le cas par exemple du professeur Raoul, tout le monde va vous tomber dessus et vous n'êtes pas protégé et vous êtes à la merci de ce qui appelait ça les chiens de garde du système. Quand vous ne passez pas pour un facho, un extrémiste, voilà, un complotiste, voilà. etc. Tendez vos rouges tabliers, ça pleut comme un gravelotte, comme disait l'autre. Allez, on va aller à Arles, on donne la parole à Philippe et on retrouve aussi Pierre Chasseret. Bonjour Pierre Chasseret. Oui, bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Et bonjour Philippe. Et bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors, est-ce que je peux vous dire ce que je pense vraiment? Mais bien sûr. Sur cette, comment dire, je trouve extraordinaire toutes les mesures qui sont prises les unes derrière les autres. J'ai l'impression de relire Ubu-Roi d'Alfred Jarry. Je pense qu'on est chez les fous. Ou alors, ils sont supérieurement intelligents et ils font un grand complot pour nous rendre fous. C'est possible aussi. Parce que toutes les mesures et contre-mesures qui sont annoncées vont à l'encontre des buts, soi-disant, suivis, oui. Voilà. En réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent contre notre camp, sans arrêt. Ils jouent pour que, on va dire, comme disait Burt Lancaster dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. En réalité, nous sommes confrontés à des problèmes, mais si je reviens au problème de la voiture électrique, d'un seul coup, ils ont dit on va mettre tout le monde à l'électrique, alors que c'est une connerie monumentale. La voiture électrique, c'est une voiture urbaine, ou une voiture, je dirais, périurbaine. Là, ok, d'abord, ça résout les problèmes de pollution, ça permet que... Vous savez, quelle est la moyenne de transport des gens? Ils font 15 km par jour au maximum. Qui a donc besoin de faire... on va dire 1000 km par jour. Ben, les gens dont c'est le métier, les transporteurs, les représentants de commerce, les chefs d'entreprise, à ce moment-là, il faut segmenter au lieu de faire un diktat où du jour au lendemain, tout le monde va être électrique. Et pourquoi pas en vélo, c'est n'importe quoi. Et alors le président de la République, vous savez ce que je lui conseille? C'est de rouler en bicyclette blindée. Voilà, c'est exactement, on en est là. Bien Pierre, au fond, est-ce qu'on est alors justement, Stanislas Berton, pour arriver, est-ce qu'au fond on a affaire à des fous ou on a affaire à des gens très intelligents, encore une fois on peut être pour ou contre eux, c'est pas le problème, qui savent très bien ce qu'ils font? Moi je pense que ça n'engage que moi, je pense qu'on a affaire à des traîtres. Je pense que c'est des gens traîtres, carrément. Oui, des traîtres. Oui, des gens qui défendent en effet des intérêts qui sont des intérêts souvent étrangers et qui n'ont pas à cœur l'intérêt supérieur de la France. Et je dirais c'est très compliqué parce que il faudrait qu'il y ait un travail d'enquête des journalistes sur parce que c'est très facile, par exemple, de remonter les flux financiers. Qui finance, c'est toujours la question. Il y a deux questions qu'il faut se poser, c'est à qui profite le crime et qui finance. Donc voilà, et il suffit de regarder, par exemple, moi je travaille beaucoup sur la question de la Chine, l'influence de la Chine, et par exemple sur le cas très précis de la voiture électrique, tout ce qu'on voit c'est que la Chine n'avait pas d'industrie automobile. Et en fait, là, on est en train de détruire l'industrie automobile européenne ou française en particulier. Mais par contre, on va repartir donc sur la voiture électrique où la Chine, elle, depuis le début est sur ce créneau-là, elle va se retrouver en position de leader.
Donc ça, c'est la même chose, par exemple, sur les énergies renouvelables, où on va travailler, on va passer soi-disant renouvelables. Il faut rappeler quand même que 70% des panneaux solaires sont fabriqués en Chine, et que c'est subventionné par des milliards des contribuables français. Sans parler des éoliennes. Sans parler des éoliennes et des terres rares qui sont dans les batteries. Donc, qui est-ce qui tire ses marrons du feu de toute cette histoire? C'est notamment la Chine. Et la Chine qui, à travers différents réseaux, j'invite notamment nos auditeurs à s'intéresser à la French China Foundation, et qui ont été ses bénéficiaires au cours des 5 dernières années. Oui, j'ai regardé la French China Foundation, c'est très intéressant de voir qui est dedans. Pierre Chasseret, alors on travaille pour la Chine, donc. Pierre, vous nous entendez? Alors, Pierre Chasseret a visiblement un problème de micro. Pierre Chasseret, est-ce qu'on vous entend maintenant? Oui, je disais, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, pour l'instant, le monopole de la batterie électrique, il est effectivement chinois. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est la Chine qui remporte la timbale et le jackpot sur le marché de la voiture électrique. Ouais. Moi, ce qui me gêne véritablement, c'est qu'on ne parle pas de mix énergétique, c'est qu'on soit systématiquement en train de vouloir empêcher une certaine catégorie de personnes de circuler et qu'on recommette finalement la même erreur que dans les années 80 sur le diesel. On envoie tout le monde sur une seule motorisation, et une fois que tout le monde sera à l'électrique, on dira quoi? On dira que finalement, c'est pas une bonne idée, qu'il faut repasser à autre chose. On passera à l'hydrogène. Oui, sans doute, c'est une possibilité. En fait, je vais vous dire franchement, André, la réalité, c'est que dans le milieu de la voiture aujourd'hui, tous les constructeurs travaillent sur différents scénarios parce que personne au monde ne sait quelle sera l'énergie de demain pour nos voitures. Mais pour l'instant, Barbara Pompili, elle en France, elle le sait. Personne au monde, mais elle le sait. Eh bien, soit elle est médium extra lucide, soit elle nous pousse tous dans le mur. Merci Pierre Chasseret. Merci. Oui. Oui, non, je voulais remercier Stanislas aussi, Berton. Merci beaucoup, Stanislas Berton. Pour cette invitation. Je rappelle le livre La France retrouvée aux éditions Le Temps retrouvé. Et puis merci à vous, André Berkoff. On peut retrouver cette émission sur YouTube et un podcast sur sudradio.fr. Et puis Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye qui parle de communication en amour. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio.